Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau première, terminale et universitaire. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tuente Diemfo, Blec et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur l'élaboration de MCD et MLD selon la méthode MERIS, car il existe plusieurs méthodes. Alors, vous pouvez à la fin de cette vidéo bénéficier d'un pack contenant toutes mes vidéos au prix modeste, au prix promotionnel de 10 000 francs. Ces vidéos-là concernent tous les domaines de l'informatique. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite bon cours à tous. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec des personnages très connus, les Simpsons et Kiriko, qui vont nous aider donc à se poser des questions et nous aider également à définir le plan de notre cours. La toute première question que nous devons nous poser dans ce cours, c'est qu'est-ce que un MCD, qu'est-ce que un MLD? Et tout de suite, Kiriko nous dit c'est quoi, ça sert à quoi un MCD, ça sert à quoi un MLD. Alors, nous allons, pour mieux comprendre ces deux notions, prendre un exemple de la vie réelle pour illustrer cela. Alors, si par exemple, prenons le cas, l'exemple de la réalisation d'une maison. Pour réaliser une maison, en fait, il y a un ensemble d'étapes qu'il faut parcourir afin d'obtenir la maison. Il ne suffit pas de se lever un matin, aller sur le site, commencer à implanter la fondation sans toutefois savoir quels sont les modèles qu'on doit mettre en place. Et généralement, donc, la première chose à faire, c'est généralement implémenter ce qu'on appelle une maquette, comme on voit à l'écran. Évidemment, ça c'est une maquette 3D. Ça c'est un plan en fait. En fait, c'est une maquette c'est une modélisation qui permet au profane. Le profane, c'est celui qui ne maîtrise pas le domaine technique de réalisation de la maison, de savoir à quoi il s'attend en fait, dans les mois, les années ou les mois futurs. Alors, après avoir réalisé la maquette, on transforme cette maquette là en ce qu'on appelle un plan. Alors, le plan, son rôle, c'est quoi? Le plan prend en considération les détails techniques pour la réalisation de la maison. Quand je dis détails techniques, je pense à la cotation, je pense aux dimensions. Et le plan, généralement, est utilisé, est compris par celui qui va réaliser donc la construction. Ce qu'on appelle généralement les ingénieurs et les techniciens. Donc, le plan est plus proche déjà de la réalisation. Donc, après le plan, on est sûr donc qu'on peut obtenir donc notre maison. Donc, nous pouvons réaliser notre maison. Alors, toujours dans le domaine d'informatique, lorsqu'on veut concevoir une application qui va intégrer une base de données, comme par exemple un logiciel de gestion des bulletins, un logiciel de gestion d'une pharmacie, un logiciel de gestion d'un hôpital. Alors, tous ces logiciels généralement intègrent une base de données. On commence par réaliser également ce qu'on appelle un modèle, comme dans le cadre d'une maison. Par exemple, dans le cas d'une maison, on parlait de maquette 3D, mais en informatique, on appellera ça par exemple un MCD, qui veut dire simplement modèle conceptuel des données. Alors dans ce modèle, on peut définir ce modèle comme quoi? Comme une représentation la plus abstraite que l'on réalise d'un système d'information. La plus abstraite pour dire qu'en fait, elle n'est pas encore centrée logiquement sur une technologie, mais elle prend en compte quand même les besoins des futurs utilisateurs du système, un peu comme la maquette 3D d'une maison qui quand même modélise, en fait, qui représente de manière simplifiée ce que l'utilisateur, à quoi l'utilisateur s'attend, même si logiquement il n'y a pas de détails techniques qui permettent d'aller sur le site et commencer à implanter la maison. Alors donc le MCD, donc on ne peut pas quitter directement du MCD à la maison. On transforme le MCD en ce qu'on appelle le MLD, comme on voit à l'écran.
Le MLD veut dire modèle logique des données. Alors le modèle logique des données, c'est quoi? C'est une représentation qui prend en compte le choix technologique de la future base de données. Donc, dans le cas de la MCD, c'est une représentation qui est abstraite, donc ça ne prend pas en compte ce genre de choses. Alors le MLDS représente un peu comme le plan de la maison, c'est-à-dire que ça prend en compte, comme je viens de dire tantôt, le choix technologique de la future base de données. Donc ça prend en considération des éléments qui permettent déjà de passer proprement à la réalisation. Donc à partir de là, donc, on peut dire qu'on peut réaliser l'application contenant une BD. Alors donc, nous allons donc voir donc par la suite, dans la suite de notre vidéo, comment on réalise un MCD et comment on obtient un MLD. Voilà les deux grands points qui nous intéressent dans la suite de ce cours. Sans plus tarder, grâce à l'aide de nos personnages qui vont nous aider de temps en temps, comme je dis au début de la vidéo, à nous questionner sur des éléments importants et que nous allons répondre dans la vidéo. On va d'abord voir comment on peut réaliser un MCD. Tout de suite dans Simpson, un personnage qui a régulièrement des arguments convaincants, nous dit quelles sont les étapes d'élaboration d'un MCD. Tout de suite, je vous reprends donc MCD possède trois grandes étapes qui vont nous intéresser dans la suite de cette vidéo. Alors les trois grandes étapes, par exemple, nous avons la gestion, les règles de gestion métier. La deuxième étape, c'est l'élaboration d'un dictionnaire de données. Et la troisième étape, c'est la construction du MCD proprement dit. Alors commençons donc par voir comment on établit les règles de gestion métier. Alors Simpson se dit, comment élaborer les règles de gestion métier? Alors, ça c'est la question, comment on peut faire? Mais est-ce qu'on peut élaborer sans être capable de définir? Alors Kirikou nous dit donc, c'est quoi une règle de gestion? Nous allons commencer par définir ce qu'on entend par règle de gestion. Alors la règle de gestion, donc, c'est une contrainte qui s'applique à une action, à une activité ou encore à un processus de l'entreprise. Je reprends, c'est une contrainte qui s'applique à une action, à une activité ou encore à un processus de l'entreprise. Je crois que la contrainte, ici, qu'on parle de contrainte, c'est pour dire en fait que dans une entreprise, lorsqu'on veut effectuer une tâche, on l'effectue en respectant une certaine norme. C'est ça qu'on appelle une contrainte. Exemple, dans une entreprise, par exemple, je prends le cas d'un établissement scolaire. Si on veut implémenter un logiciel de gestion des notes, par exemple, alors une contrainte peut être au niveau, par exemple, d'un élève qui, logiquement, ne peut pas, par exemple, appartenir à deux classes. C'est-à-dire que dans la machine, par exemple, dans l'application, on doit tenir compte que l'élève ne peut être que dans une seule classe. Il ne peut fréquenter ou bien il ne peut appartenir qu'à la première C, mais pas, par exemple, à la première C et à la terminale C. Donc, on ne peut pas retrouver, par exemple, son nom dans deux classes différentes. C'est-à-dire en première C, et lorsqu'on va par exemple en terminale C, et lorsqu'on veut encore saisir son nom, l'application doit être capable de rejeter. Ça, c'est une contrainte. Il y en a plusieurs cas de contraintes qu'on peut énumérer, par exemple dans ce genre, dans la gestion. Alors nous allons voir donc pour élaborer donc une règle de gestion, il faut prendre en compte ce qu'on appelle les besoins des futurs utilisateurs de l'application. Et c'est ces futurs besoins, ces besoins qui permettent d'établir la règle de gestion. Donc on ne peut pas se mettre un matin à concevoir les règles de gestion dans sa chambre. Il faut aller sur le terrain, prendre en compte dans les désirs, les besoins de ceux qui vont utiliser l'application que nous sommes en train de concevoir. Alors, quand on dit prendre en compte les futurs besoins, prenons le cas donc, par exemple, tout à l'heure, de la gestion d'un établissement. Quels sont les utilisateurs donc on doit par exemple prendre en compte? On doit aller prendre en compte par exemple les besoins du proviseur, comme on voit à l'écran. On doit demander qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il souhaite, les besoins du surveillant, les besoins du censeur, les besoins des enseignants, pour ne citer que ceci. Alors, exemple de règles de gestion qu'on peut obtenir donc d'après avoir pris en compte leurs besoins. On peut par exemple là dire par exemple
un élève est identifié par son matricule, son nom, son prénom et son sexe. Ça veut dire par exemple que dans l'application qu'on conçoit, l'élève n'est reconnu que par les éléments donc, qui l'identifient, comme on vient de dire, le matricule, le nom, le prénom, le sexe. Deuxième règle, on peut par exemple dire une classe est identifiée par son code, son nom. C'est-à-dire quand vous arrivez dans l'application, le code de la classe et son nom permet d'identifier en fait la classe. Quand on dit code, en fait, ça peut être par exemple TC1, PC2, le code, c'est un code qu'on peut mettre. Et le nom, ça peut être 6e terminal. Alors une autre règle de gestion qu'on peut penser, c'est-à-dire on peut dire un élève appartient à une et une seule classe et une classe contient au moins un élève. Pour simplement dire que dans une, comme je disais tantôt, dans une classe, on ne peut pas trouver, on peut trouver plusieurs élèves. On peut trouver aussi un élève. Ça veut dire que dans l'application, on peut ouvrir la classe et enregistrer plusieurs élèves. Voilà. Et on ne peut pas enregistrer moins d'un élève, sinon la classe n'existe pas. Donc pour créer une classe, il faudrait se rassurer par exemple qu'il y a au moins un élève. Et lorsqu'on a un élève, il doit se retrouver que dans une seule classe. C'est une contrainte en fait, c'est une règle. Parce que si on n'applique pas cette contrainte par exemple, on se retrouvera par exemple dans une application à voir le nom d'un élève dans 3, 4 classes, et ce qui n'est pas normal. Alors dans la suite de notre vidéo, cet exemple que nous venons de prendre, c'est-à-dire cet exemple de règles de gestion que j'ai pris, qui permet de gérer l'établissement, nous allons les utiliser pour appliquer à tous les autres étapes jusqu'à obtenir donc le MCD. Il faut bien suivre ces règles parce que nous allons les obtenir, nous allons plus revenir dessus, mais nous allons en parler de ça durant toute la vidéo. Alors la deuxième règle, donc, après les règles de gestion, la deuxième étape, donc, c'est qu'on verra donc tout à l'heure comment élaborer un dictionnaire de données. Alors c'est ça qui nous dit donc comment se pose la question. Nous devons également nous poser cette question: comment élaborer le dictionnaire des données? Alors, sans plus tarder également, Kiriko nous dit c'est quoi un dictionnaire des données? Évidemment, on définit. Alors le dictionnaire des données, donc, là, c'est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base et qui figureront dans le MCD. Donc ça veut dire que le dictionnaire de données nous permet d'avoir des données. On appelle généralement les données même qu'on obtient dans le dictionnaire de données les métadonnées. C'est-à-dire que ce sont des abréviations. Un peu comme dans la programmation, on dit les noms des variables. Donc on va faire utiliser des abréviations qui vont nous permettre donc de concevoir le MCD. Alors, dans un dictionnaire de données, on peut l'organiser sous forme d'un petit tableau. Regardez. Alors, dans ce tableau, à la première colonne, comme vous voyez, on met le code mnémonique ou propriété. Alors, le code mnémonique, c'est quoi? C'est en fait une sorte de notation, une abréviation qu'on donne à une propriété. Alors lorsqu'on parle de propriété, en fait, c'est une caractéristique d'une entité. Alors l'entité, par exemple, c'est quoi? Quand je dis l'entité, je peux par exemple prendre le cas d'un élève. On reviendra dessus dans la suite de la vidéo, mais je peux quand même rapidement expliquer cette notion. Alors l'élève, par exemple, a un nom. L'élève a un prénom, comme on vient tout à l'heure. Ça veut dire que l'élève, c'est l'entité. Le nom, le matricule, le prénom, ce sont les propriétés. C'est dit une voiture il y a un modèle de voiture, la voiture a une couleur, ça veut dire que la voiture c'est l'entité, le modèle, la couleur, ce sont les propriétés. Donc tout élément, tout objet qui est caractérisé déjà par un élément peut être appelé entité et sa caractéristique peut être appelée propriété. Alors revenons donc dans l'exemple que nous avons pris tout à l'heure, la gestion d'un établissement. Quelles sont les propriétés ou les codes mnémoniques qu'on peut donner dans ces propriétés? On a vu par exemple dans le cas d'un élève qu'un élève a un matricule. Alors on peut dire par exemple que on peut abréger par le matricule de l'élève comme voilà, math EL. Alors math qui signifie matricule, EL qui signifie élève. Et généralement, c'est pas par une barre de 8 pour avoir une meilleure présentation, une meilleure représentation. Comme vous voyez au milieu là, il y a une barre de 8 parce que ça loin en bas. Donc matricule, EL, élève.
généralement, il est important de dire le matricule de l'élève. Donc, pour qu'on sache que quand on voit mat EL, ça renvoie à l'élève. Parce que dans une conception, on peut avoir aussi, par exemple, le matricule de l'enseignant, où on sera amené à mettre mat EN pour dire matricule de l'enseignant. Donc, il faut choisir des abréviations compréhensibles. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même code pour tout le monde. Quelqu'un pourrait écrire matri-EL, matri-E. Non, voilà, c'est possible. Donc, trouvons des abréviations quand même significatives. C'est vrai aussi qu'en dehors de la barre de 8, on pouvait mettre mat EL en un mot. On pouvait coller, mais on ne laisse pas l'espace entre deux éléments. Mais la meilleure façon de faire, c'est mettre la barre de 8 que de coller. Alors là, une autre, on avait par exemple non EL. Concernant l'élève, on avait par exemple qu'il avait comme propriété mat EL. Il avait autre propriété non EL qu'on peut utiliser comme code. Ça, c'est le code mnémonique, encore appelé sa propriété. Non EL, on peut avoir prénom EL d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait également dit que l'élève avait un sexe, donc on peut dire sexe-EL, barre de 8 EL. Concernant la classe, on a dit qu'il y avait le code de la classe, donc on peut mettre code-CL. Si par exemple, si on avait notre exemple, on parlait de la voiture, on pourrait par exemple dire marque MA-V. Par exemple, voilà, petit marque voiture, c'est un exemple d'abréviation. Alors ici, on a par exemple le nom de la classe, nom-CL. Voilà les codes mnémoniques que nous allons utiliser comme propriété dans la suite pour concevoir notre MCD. Alors la deuxième colonne du dictionnaire de données, c'est ce qu'on appelle la désignation. La désignation, c'est simplement la signification de chaque code. Mat EL, par exemple, signifie matricule de l'élève. Nom EL, c'est le nom de l'élève. Prénom de l'élève. Sexe de l'élève. Code, c'est code de la classe. Nom de la classe. La troisième colonne, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le type. Le type, en fait, permet de connaître les données ou les valeurs qu'on doit affecter à une propriété. Alors, il y a plusieurs types, par exemple, on observe. Il y a le type A, qui signifie alphabétique. Donc, on peut bien écrire donc, comme type, par exemple, A, ou on peut écrire complètement alphabétique. Alphabétique, ça veut dire que ça ne contient que les lettres. Il y a le type N qui signifie numérique, ça veut dire que ça contient les chiffres, on peut écrire N ou numérique. Il y a le type AN qui signifie alphanumérique, donc on peut écrire A, verbe numérique ou AN, ça veut dire que ça contient des chiffres et des lettres. Il y a le type date. Date, c'est pour, par exemple, des propriétés ou bien des codes mnémoniques qui peuvent avoir le format du genre, par exemple, 10. C'est dit, par exemple, 10/05/2003. Ça, c'est le format d'une date. Donc, je vais prendre le type date. Et enfin, on a le type booléen. Il peut contenir les valeurs true ou false. Donc, c'est une propriété où on met les valeurs vraies ou faux. Alors, par exemple, donc, le matricule de l'élève, mat élève, on sait que dans un matricule, par exemple, on peut avoir les chiffres et les lettres. Exemple de matricule. Si c'est un élève du lycée, je peux par exemple dire qu'un matricule LBD, par exemple, pour dire lycée bilingue de Tchang. Si fait terminal C, je mets LBD-TC. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'élèves dans cette classe, je mets TC01. Alors on voit par exemple que là on peut avoir des chiffres et des lettres qu'on peut mettre dans la propriété matricule comme exemple. Donc on peut dire que le type de données qu'on peut octroyer c'est AN. Par exemple la AN pour dire alphanumérique. Alors par exemple pour le nom de l'élève, ça peut arriver qu'on retrouve un élève qui peut avoir un nom avec le chiffre. Ne pensez pas que les gens ont seulement les noms sans les chiffres. Ça peut arriver. Parce que lorsqu'on conçoit, on prend en compte dans les détails tous ces petits détails, parce que si on décide par exemple que le nom n'est qu'alphabétique, dans le cas où on retrouve par exemple un élève qui peut avoir un chiffre sur son nom, ça veut dire que l'application ne sera pas capable de prendre en compte ce genre de personnes. Ça veut dire que s'il va par exemple s'inscrire dans un établissement, on ne pourra même pas l'inscrire dans l'application. Donc ça peut arriver que les maisons disent que ça c'est monsieur Quinfac 1, Quinfac 2. Donc nous allons nous permettre donc de mettre là alphanumérique. Ne vous inquiétez pas parce que lorsqu'on dit alphanumérique, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement les chiffres et les lettres. Ça peut prendre en compte rien que les lettres. Donc ça veut dire que ça peut prendre en compte tous ces deux détails. Le prénom également peut être alphanumérique. Le sexe, par exemple, peut dire alphabétique parce qu'on parle de sexe, on peut dire féminin ou masculin, il n'y a pas de chiffre à ce niveau. Le code, ça peut être alphabétique. Là, on a le nom, peut être le nom de la classe, ça peut être alphabétique également. Par exemple,
Alors, la dernière colonne, la colonne qui suit, c'est taille. La taille, c'est renvoie au nombre de caractères qu'on peut décider, par exemple, octroyer un matricule, par exemple. Si le matricule, par exemple, doit être 10 caractères pour tout le monde, on va dire taille c'est 10. Si le nom d'un élève, on souhaite que le nom ne dépasse pas, par exemple, 20 ou 15 caractères, je dis, bon, la taille c'est 20. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des noms de plus de 20 caractères. Mais c'est bien tout de mettre une taille qui va prendre en compte donc tous les anomalies, c'est-à-dire on peut trouver quelqu'un qui... Non, c'est pas une anomalie, bien sûr. Mais bon, en fait, lorsque quelqu'un a déjà un nom avec 40 caractères, vous voyez aussi que... moi, excusez-moi, hein, je ne vais pas manquer de respect à ceux qui ont des noms très longs, mais dans tous les cas, dans la programmation, on prend en compte donc cette longueur pour ne pas empêcher ceux qui donc se trouvent dans des cas de figure, des noms par exemple de 25 caractères, de ne pas pouvoir être inscrits dans une telle application. Donc il faut toujours maximiser. Par exemple, le prénom, je peux dire 15, maxime taille, sexe 1. 1, c'est une façon de dire que le sexe peut être soit M, soit F, pour dire masculin ou féminin. Le code de 6 caractères, le nom, 10, le nom de la clampe de 10. La dernière colonne, c'est la nature. La nature, en fait, définit en fait si la propriété appartient à l'entité ou appartient à l'association. Nous verrons par la suite qui est ce qu'on appelle l'association plus tard. Mais sachez que euh, la propriété ne peut appartenir qu'à soit l'entité, soit l'association. Dans le cadre de cet exemple, on voit que toutes les propriétés appartiennent à l'entité parce que lorsqu'on dit matricule d'élève, c'est la propriété de l'entité élève. Le nom, c'est l'entité de propriété élève, prénom, l'entité de la propriété de l'entité élève, ainsi de suite. Code de classe, c'est la propriété de l'entité classe. Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'entité est caractérisée par un certain nombre d'éléments. Donc ça veut dire quand c'est l'entité, la nature on met E. Quand ça appartient, je mets E partout. Et dans le cadre où ça peut appartenir à une propriété, généralement, on utilise plutôt CC pour dire donc que ça appartient à une propriété CC. Malheureusement, dans cet exercice, nous n'avons pas eu le cas là. Le cas où on a une propriété. Dans tous les cas, nous reviendrons dans la suite lorsqu'on parlera des associations. Alors la troisième étape importante, donc, c'est comment construire. La dernière étape, sinon il y avait trois étapes, c'est donc la question qu'on se pose, comment construire le MCD. Comment construire. Nous avons déjà vu comment on établit les règles de gestion. Nous avons vu comment on construit le dictionnaire de données. Maintenant, nous pouvons construire notre MCD. Alors, la question qu'on doit se poser, que Kiko va se poser, avant de construire un MCD, il y a trois notions importantes à aborder. Il y a ce qu'on appelle l'entité, on reviendra dessus, l'association et la cardinalité. Donc, comme Kiko donc, se pose la question, c'est quoi une entité, c'est quoi une association, c'est quoi une cardinalité? Commençons par définir l'entité. Alors, l'entité, en fait, là, c'est un objet concret ou abstrait ayant une existence propre caractérisée par les propriétés. Voilà, vous voyez, c'est un objet concret ou abstrait, mais on se rassure simplement qu'il y a des propriétés, comme la voiture qui est un exemple d'entité. On sait qu'il y a les caractéristiques de la voiture, comme par exemple un élève, un enseignant. On est reconnu par enseignant parce que on a un nom, on a un matricule, on a une discipline qu'on enseigne. Voilà, voilà, il y a un ensemble d'éléments qui peuvent me dire ça c'est l'objet, ça ce sont les propriétés. Maintenant, comment on représente l'objet dans l'entité dans le MCD qu'on va voir? On va utiliser donc un rectangle avec un trait au milieu. Vous voyez, deux rectangles là, comme vous voyez ce petit cadre. Alors, et le nom de l'entité, on met où? On met là, regardez, entité 1. Juste en haut, on met le nom de l'entité là. S'il y avait par exemple dit la voiture est caractérisée par, au niveau d'entité 1, là je vais mettre voiture. Maintenant, les propriétés, on les met où? Juste en bas. S'il y a 10 propriétés, on va écrire là. Sauf que parmi les propriétés, il y a une propriété particulière qui contient des valeurs uniques, généralement. Alors, par exemple, quand on dit par exemple un Camerounais, un exemple, juste, je prends cet exemple parce que je suis Camerounais. Un Camerounais est reconnu dans la République, est identifié de manière unique par la République à travers son numéro de CNI. Pourquoi de manière unique? Parce que, logiquement, on peut avoir
plusieurs Camerounais qui ont les mêmes identités. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Camerounais qui a le même nom qu'un autre Camerounais, le même prénom, le même sexe, qui est né le même jour. On n'arrive pas à les distinguer parmi leurs propriétés en fait. Mais il faut généralement on octroie donc une propriété particulière qui est unique. C'est ça qu'on appelle par exemple donc on appelle ça ici l'identifiant. Donc chaque entité possède généralement un identifiant. Et cette propriété, donc, vous voyez, on la met là, identifiant juste là en haut, et qu'on met toujours en haut devant toutes les autres propriétés. Et on la souligne. Donc l'identifiant, en fait, identifie de manière unique, en fait, une entité. Une entité dans une base de données. Dans une base de données. Ça identifie de manière unique l'entité. Parce que l'entité, l'identifiant, est unique. Donc, vous avez vu par exemple, on va prendre l'exemple de notre. Avant de prendre l'exemple, on va se rendre compte qu'on peut avoir par exemple une deuxième entité. Et ça peut m'arriver que dans l'exercice, on a même 20 entités, 25 voire 30, 40, 50 entités. Alors, mais dans le cas de notre exemple de tout à l'heure, la gestion de l'établissement que nous avons pris, nous avons vu par exemple que dans les règles de gestion, on avait l'élève qui était caractérisé par la propriété. Donc on peut représenter l'entité élève comment? On met d'abord notre rectangle, on met l'élève, voilà. Et on avait vu donc par exemple que parmi ces propriétés, il y avait le matricule. On sait que le matricule est unique, chaque élève a son matricule. C'est ça qui fait par exemple souvent lors des examens de connaître son résultat parce que le matricule est unique. On peut l'appeler dans un identifiant. On commence par là qui est un identifiant. On écrit là, on souligne. Vous avez vu, j'ai pris maths EL. Là, je vais plus dire matricule de l'élève. Je travaille avec le code de données que j'ai décidé dans le dictionnaire de données. On prend un code, on travaille avec le code, la maths EL. Je souligne parce que c'est un identifiant. Par la suite, je mets dans les autres propriétés, voilà, nom EL, prénom EL. Alors, toujours dans cet exemple, on avait vu qu'il y avait une autre entité, il y avait la classe. Donc, je vais représenter aussi la classe. Voilà. L'identifiant, c'est quoi? Code CL. Parce que chaque classe, également, quand on arrive dans un établissement, vous verrez que accroché là, chaque classe a un code et le code est unique. Si on a mis PC1 ici, on va mettre PC2, PC3, PC4. Et je souligne, c'est important. Maintenant, il y a également le nom CL. Alors, nous allons donc continuer par aborder la deuxième élément. C'est quoi une association? Alors, on observe, une association est un lien sémantique entre une ou plusieurs entités. Donc, ça veut dire que l'association peut être sur une seule entité. On parle de la récursivité, donc elle peut tourner autour d'elle. Une entité peut être liée sur elle-même. Jamais on parle donc, regardez, d'une association récursive. Une association récursive. Ça peut arriver que l'association permet de lier deux entités. On parle d'association binaire, comme vous avez binaire qui vient de deux. Donc si on a une association qui relie uniquement deux, on parle d'association binaire. Et si l'association relie trois entités, on parle de ternaire. Et pour plus de trois, on parle de NR. Alors, comment représenter l'association? Vous observez, on met ce rectangle, cette forme qu'on a devant nous. Alors, en haut, juste là, c'est pour mettre le nom de l'association. Je vous rappelle que le nom de l'association doit généralement être un verbe à l'infinitif. On doit choisir un verbe à l'infinitif. Et juste en bas, on met les propriétés de l'association. Alors, on ne met les propriétés de l'association uniquement s'il y en a. S'il n'y a pas de propriété, on laisse. Et après, on met dans le lien entre les deux. Voilà. Alors, prenons le cas de notre exemple. Tout à l'heure. Alors, si je veux mettre, on a tout à l'heure vu que quoi? Dans la règle de gestion, on a dit une classe peut contenir au moins un élève et un élève ne peut appartenir qu'à une et une seule classe. Ça veut dire que le lien qu'on peut là-bas, on peut prouver le verbe appartenir. Entre élève et classe, d'après la règle de gestion, on peut trouver le verbe appartenir. Bien sûr qu'on peut trouver des synonymes des verbes. Mais pourvu qu'ils disent quelque chose de lié. C'est-à-dire que quoi? Pour représenter, je vais d'abord mettre quoi là? Je mets d'abord ce cadre, cette forme de l'association. Je mets le lien. Maintenant, je vais au milieu, je mets appartenir, qui est lié entre l'élève et la classe. C'est vrai que quelqu'un pourrait dire, utiliser le mot contenir plutôt pour aussi lier les deux. Alors, appartenir donc permet donc c'est une association qui lie dans les deux. Et on voit bien que là, donc, c'est une association binaire parce qu'on a deux entités autour de cette association. Nous avons abordé donc
Une troisième phase, la cardinalité. Vous voyez, la cardinalité fait à compter le nombre minimum et maximum de possibilités que chaque entité contient dans la relation liant deux ou plusieurs objets. Donc la cardinalité, retenez bien, il y a le nombre minimum et maximum que chaque entité peut intervenir dans la relation. Alors, généralement, donc, quand on dit minimum et maximum, alors là, on va voir que il y a le minimum. Par exemple, on met la cardinalité du côté gauche à côté de l'entité 1. Ensuite, on met la virgule, on met le maximum. Si possible, on peut mettre les parenthèses. Voilà une cardinalité. On voit le minimum et le maximum. Et généralement, lorsqu'on met la cardinalité, comme vous voyez, on peut également mettre du côté droit, comme on voit. La cardinalité doit être des deux côtés, minimum et maximum. Alors, regardez ici, comme cardinalité usuelle. Quand on dit cardinalité usuelle, ça veut dire que c'est les cardinalités les plus utilisées. C'est pas pour dire qu'en dehors de ces cardinalités, il n'existe pas d'autres cardinalités. Alors, les cardinalités les plus utilisées, il y a 0n qui signifie quoi? Que le minimum c'est 0, le maximum c'est n. N signifie plusieurs. N signifie plusieurs. Le minimum c'est 0, le maximum c'est n. Un n veut dire donc que le minimum c'est 1, le maximum c'est n. Un signifie que le minimum c'est 1, le maximum c'est 1. Et 0, 1 signifie que le minimum c'est 0 et le maximum c'est 1. Voilà les quatre cardinalités les plus utilisées. C'est vrai que dans une forme d'exercice, ça peut m'arriver qu'on ait plutôt 2n, on peut être 3n, on peut dire le minimum c'est 3 et le maximum c'est n. Mais voici les quatre cardinalités qu'on utilise les plus dans les conceptions. Alors, essayons un peu de mettre les cardinalités au niveau de notre exemple d'application. Nous avons dit tout à l'heure que un élève appartient à une et une seule classe. Alors, comme je quitte de l'élève vers la classe, ça veut dire que je mets la cardinalité du côté de l'élève. Si je dis déjà, je commence par cette phrase. Un élève appartient à une et une seule classe. Ça veut dire que je quitte de l'élève. L'entité est élève. Maintenant, je vais vers l'entité classe. Donc, élève appartient à quoi? À la classe. La classe est à la fin, l'élève au début. Donc, je vais du côté gauche. Je viens, ça veut dire que le minimum, c'est quoi? C'est 1, voilà. Appartient à une et une seule classe. Donc, minimum 1, virgule, maximum 1. Voilà. Je mets la parenthèse. Alors, voilà la cardinalité de ce côté. Maintenant, si je regarde donc toujours dans la même règle de gestion, on a dit une classe peut contenir au moins un élève. Donc, je vais mettre maintenant la cardinalité du côté de la classe. Peut contenir au moins un élève. Ça veut dire qu'il dit au moins un élève, ça veut dire quoi? Le minimum, c'est combien? C'est 1 et le maximum, c'est plusieurs. Si c'est au moins 1, ça veut dire qu'au max, c'est plusieurs. Et plusieurs matérialisé par quoi ici? Par n. Et je mets la virgule au milieu. Je mets la parenthèse. Voilà donc ainsi matérialisé dans notre MCD. Alors, nous allons voir maintenant un exemple d'application pour mieux appréhender, pour mieux comprendre donc cette notion de modèle conceptuel. Alors, on va lire ensemble cet exercice. On dit, votre ami dirige une start-up. Il souhaite mettre en place une plateforme permettant à ses clients de solder leurs factures. La plateforme devra fonctionner selon les règles de gestion suivantes. Alors, la première règle, c'est quoi? Un client est caractérisé par un code unique, un nom, une adresse, un contact, un quartier. Voilà, il y a un code unique qui s'ajoute là, c'est une petite erreur. Une facture est caractérisée par un code unique, un libellé et un montant. Un client peut solder une ou plusieurs factures, mais une facture est soldée par un seul client. Alors, qu'est-ce qu'on se dit là? La première chose, c'est quoi? Quand je dis un client, je reviens sur la première règle, est caractérisé par un code unique, un nom. Ça veut dire ce qui se dégage, c'est que le client, déjà, c'est l'entité. Le code, le nom, l'adresse, ce sont les propriétés. Quand je dis facture est caractérisée par un code, ça veut dire que la facture, c'est l'entité. Code et libellé, ce sont les propriétés. Au niveau de la troisième règle, on dit un client peut solder une ou plusieurs factures. Vous voyez, il y a client, après on dit solder quoi? Facture. Le client était l'entité, facture était l'entité, ça veut dire donc que les deux ont un lien. Quand on dit solder, solder devient donc l'association. Parce qu'après on dit encore une facture est soldée par un client. Solder reste encore l'association. Alors, quelle est la question posée? C'est construire le MCD correspondant à cette description. La première chose, c'est quoi? Je vais souligner d'abord l'entité 1, c'est-à-dire client. Je vais essayer de construire
d'abord l'entité client, je dessine d'abord mon cadre, je mets client. Alors je regarde quelles sont ses propriétés. Je commence par la propriété importante qui est l'identifiant. Alors l'identifiant ici c'est code unique. Alors à partir de son identifiant, je donne donc ce qu'on appelle le code mnémonique, comme on a vu tout à l'heure, une abréviation. Je peux dire par exemple, pour abréger le code unique, je peux dire code-CL, pour dire code client, comme là, code CL, et je souligne, parce que c'est l'identifiant. J'aurais par exemple nom, deuxième une possibilité, nom CL, comme souligné, nom, tiret, barre de 8 CL, la adresse, adresse CL, contact, contact par exemple, CL, par exemple quartier, quartier CL. Bon, à la fin il y a code unique, c'est une répétition, ça ne devrait pas l'être, c'est une anomalie, c'est arrivé. Bon, vous savez qu'un travail n'est parfait, donc vous allez supposer que le code unique qui est à la fin là ne doit pas figurer. Alors nous allons passer à la deuxième entité, la deuxième entité facture. Alors je vais représenter le rectangle, je vais mettre facture. Alors je commence par l'identifiant. L'identifiant c'est code unique, voilà. Je mets code fac, on peut donner un code donné, on met la code fac souligné pour dire code facture, souligné par c'est l'identifiant. Je peux mettre pour libeller, libeller fac, montant, je peux mettre monte fac, voilà. Voilà déjà la représentation des entités. Maintenant, il faut penser à l'association. Alors l'association, c'est quelque chose, c'est un verbe qui lie deux entités. Regardez, on a dit un client peut solder facture. Regardez, il y a le mot solder. Après, on a dit une facture est soldée par un seul client. Et encore le mot solder. Je représente donc l'association soldée. Je mets d'abord, voilà, le lien. Et j'écris donc au milieu soldé. Alors je ne mets pas il n'y a pas les propriétés de cette association puisque dans le texte il n'y a pas, on n'a pas précisé cela. Maintenant ce qui reste c'est la cardinalité. Alors regardez, pour mettre la cardinalité, il faut d'abord regarder, on lit un peu. Un client, voilà, voilà, peut solder ou une plusieurs factures. Vous voyez, on quitte du client vers la facture. Comment on quitte du client vers la facture? Ça veut dire qu'on va mettre les cardinalités de quel côté? Regardez la flèche. Voilà, de ce côté. Voilà. On va mettre plutôt d'abord la cardinalité de ce côté, puisqu'on quitte du client vers la facture. Alors, le minimum, c'est quoi? Maintenant, regardons le minimum et maximum. Alors, le minimum, une. Voilà, je mets 1, virgule, plusieurs, je mets N. Voilà. Maintenant, il reste le deuxième côté des cardinalités. Maintenant, on regarde dans le texte, on dit une facture est soldée par un seul client. Vous voyez, je quitte de la facture vers le client. Donc, je vais représenter de quel côté? Du côté de la facture. Alors, là, on dit que par un seul, je vais souligner, pas pour encadrer, pas un seul client. Donc, la facture, ça veut dire que le minimum, c'est 1 et virgule, maximum, c'est 1. Dans le cas de cet exemple, on n'a pas précisé un et un seul, mais dans tous les cas, lorsqu'on dit par un seul client, à vous d'interpréter que logiquement, ça veut dire que la facture doit être gérée par au minimum 1 et maximum 1. Parce qu'on ne précisait qu'une seule personne. Maximum 1 et minimum 1 seul. Je tiens à rappeler donc que je tiens à rappeler justement lorsqu'on parle de cardinalité, on parle également de multiplicité. Alors on vient de prendre un exercice important. On peut prendre encore un autre exercice parce que vu le temps de conception de la vidéo, je sais que ça devient intéressant pour ceux qui suivent la vidéo. Mais je vous renvoie dans ma collection Leader pour apprendre davantage, pour renforcer vos compétences en informatique du MCD et dans tous les autres domaines de l'informatique pour mieux préparer vos examens officiels. Je vous donc conseille cette collection, le Leader en informatique que vous avez à l'écran. Alors c'est une collection dont je suis le promoteur. Vous trouverez les cours détaillés, bien élaborés, riches en APC, qui vous facilitera votre compréhension et développera votre passion à aimer l'informatique. Alors, cette collection contient également des sujets d'examen corrigés, des sujets de grands établissements corrigés. Il concerne bien sûr les classes d'enseignement général, de 6e en terminale comme on voit à l'écran, là, également des premiers TI, terminal TI, ça concerne également l'enseignement technique et qui va de la première année à la terminale
industriel. Alors cet ouvrage est accompagné bien évidemment d'un CD où on retrouvera des cours vidéo, des exercices corrigés en vidéo, des sujets d'examen corrigés en vidéo pour chaque classe. Voilà. Et vous pouvez me contacter à travers mon numéro WhatsApp, bien sûr, 679 63 76 22. Et également, vous pouvez nous retrouver sur notre page YouTube ou notre page Facebook, le leader en info. Et déjà également, il est important de comprendre que après votre cursus scolaire, si vous tenez donc à avoir une formation professionnelle de qualité, une formation professionnelle digne de vous dans le domaine de l'informatique et la santé, je suis également l'un des promoteurs de cet institut de formation professionnelle InfoPro, la référence que vous avez en image là, qui ouvre ses portes à de nombreux Camerounais et si possible même à tous les autres citoyens des autres pays dans les formations suivantes: la sécurité réseau informatique, l'infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance et réseau, développement des applications web, formation à la carte, également dans les domaines comme délégué médical, vendeur en pharmacie, secrétariat comptable et bien d'autres filières donc de la santé. Bien donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai laissé mon numéro WhatsApp par lequel on peut me contacter pour tout renseignement. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver cette école dans plusieurs villes, Tian, Konsamba et Douala. On peut également trouver ma collection leader dans toutes les villes du Cameroun. Alors nous allons donc continuer dans cette vidéo avec la deuxième partie, le MLD, le modèle logique des données. Alors, comme tout à l'heure, Simpson, dont on va nous orienter, quelles sont les étapes de transcription d'un MCD en MLD? Donc, comment transcrire le modèle conceptuel en modèle logique? Parce que le modèle logique ne peut s'obtenir qu'à partir du modèle conceptuel. Il n'y a pas de modèle conceptuel, il n'y a pas de modèle logique. Alors là, on va prendre l'exemple du modèle conceptuel que nous avons réalisé tout à l'heure, comme vous avez à l'image, et l'exemple d'application que nous avons pris, parce qu'on a dit tout à l'heure que pour obtenir le MLD, on doit d'abord avoir le MCD. Donc, comment transcrire ces modèles que nous avons à l'écran en modèle logique? Alors, la première règle, parce que là, nous allons donner par règle. La première règle de transcription, c'est quoi? Regardez, les entités deviennent des tables. Alors, regardons ensemble. Alors, l'entité 1, que nous avons là, par exemple, ici, deviendra la table simplement entité 1. Voilà simplement comment on représente. Donc, on écrit simplement entité 1. Quand j'écris déjà comme ça devient une table. Alors que l'autre, quand je matérialise entité 1 comme on a dans le MCD, là, c'est plutôt une entité. Alors là, je peux, de ce côté, cette entité également va devenir table. On va noter entité 2. Revenons sur notre exemple d'application. Élève reviendra comme une table. On va matérialiser élève. Classe redeviendra simplement classe. Voilà. Voilà déjà la première règle qu'on vient d'appliquer. Toutes les entités sont devenues des tables. La deuxième règle, c'est quoi? L'identifiant devient clé primaire. Vous voyez, dans une entité, on appelle identifiant, mais dans une table, on l'appelle clé primaire. Et les deux jouent le même rôle parce que la clé primaire identifie. Cette fois-ci, on va dire que la clé primaire identifie un enregistrement dans une table, alors que l'entité permet d'identifier de manière unique donc un enregistrement dans une table, alors que lorsqu'on parle d'identifiant, l'identifiant est lié plutôt à l'entité, alors que la clé primaire est liée à la table. Donc regardez comment on représente là. L'identifiant reste là, on ouvre la parenthèse, on met identifiant, on souligne. Ça, c'est comme ça qu'on matérialise donc l'identifiant comme clé primaire. Là, dans notre exemple, élève avec comme identifiant maths EL. On ouvre la parenthèse, on met maths EL, on souligne. La classe aura code EL, CL, on souligne. Troisième règle, la propriété devient attribut. La propriété devient attribut. Alors là, on passe sur les propriétés d'entité 1. On les représente juste comme les attributs. On les appelle maintenant ici. Ouais, j'ai écrit propriété 1, mais en fait, ils deviennent donc des attributs. On les appelle ici dans le cadre de la table attributs. Mais voilà comment on les représente. On nous met toujours en ligne. Ici, pareil. Là, au niveau de l'élève, on a les attributs, les propriétés non élèves qui vont venir là. Nom EL, prénom EL, sexe EL.
Je sais que dans la vidéo, vous êtes en train de vous poser la question pourquoi j'ai laissé l'espace entre maths EL et non EL. Je vais vous répondre tout à l'heure lorsque nous aurons abordé la quatrième règle de gestion, la quatrième, la quatrième étape de transcription. Alors là, pour la classe, on a l'attribut non CL. Je crois que jusque là ça va. On a vu les trois règles. L'entité devient les tables. On a vu comment représenter la table simplement. L'identifiant devient clé primaire. On a vu qu'on représente seulement entre parenthèses, on souligne comme c'était souligné au niveau des identifiants. La propriété devient les attributs. On recopie juste la propriété. Alors la quatrième règle, il y a un cadre qui manque là. La quatrième règle de transcription la plus importante, c'est quoi? L'identifiant de l'entité possédant la cardinalité forte. Je sais qu'à l'écran vous voyez faible, c'est une erreur de saisie. Écoutez bien, écoutez plutôt ce que je dis, c'est le plus important. L'identifiant de l'entité possédant la cardinalité forte. Je ne dis pas du faible, faible là c'est une erreur. Vous pouvez effacer sur votre écran, vous écrivez pour vous. L'identifiant de l'entité possédant la cardinalité forte va migrer vers la table correspondant à l'entité liée. Alors, et devient clé étrangère suivie de TF. Et dans le cas où les deux cardinalités sont fortes, l'association devient table avec comme clé étrangère les clés primaires des entités liées. Je sais que vous n'avez rien compris dans ce que je dis, mais nous allons aller appliquer ça comme exemple. Vous allez très bien comprendre. Aussi simple que ça. Alors, déjà, la question qu'on doit se poser, c'est quoi la cardinalité forte et c'est quoi la cardinalité faible? Voilà ce que vous devez chercher à comprendre immédiatement, avant de comprendre toute autre chose sur cette règle. Alors regardez donc, la cardinalité faible, c'est une cardinalité qui peut être quoi? 0, 1 ou 1, 1. Je prends ces exemples parce qu'on suppose qu'on est en train de travailler avec les cardinalités usuelles. Nous avons dit qu'il y avait 4 cardinalités les plus utilisées. Il y avait 0, 1, il y avait 1, 1, il y avait 0, n, il y avait 1, n. Parmi ces cardinalités, on voit qu'il y a les cardinalités faibles. Faible, ça veut dire que le minimum c'est 0, le maximum c'est 1. Oui, alors le minimum c'est 1, le maximum c'est 1. Maintenant, pour les cardinalités fortes, il y a 0n, il y a 1n. Ça veut dire que le minimum c'est 0, le maximum c'est n. N veut dire plusieurs. Alors, je crois qu'à ce niveau, vous comprenez tous déjà ce que veut d'abord dire cardinalité faible et cardinalité forte. Si vous avez déjà compris, ça c'est déjà une bonne chose parce qu'on va comprendre la suite pour mieux comprendre la dernière règle là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens sur mon exemple, je cherche d'abord à savoir parmi les deux cardinalités qui est fort et qui est faible. Regardez, j'encercle 1, 1. 1, 1 c'est la cardinalité faible. On est tous d'accord. Je viens sur 1n. 1n c'est la cardinalité forte. Très bien. Lorsqu'il y a déjà la cardinalité faible et forte, on vient de dire, regardez, lisez bien encore en haut. L'identifiant de l'entité possédant la cardinalité forte, j'ai bien dit que faible là c'est fort, c'est juste une erreur, va migrer vers l'autre. C'est-à-dire quand il y a fort et faible, on regarde l'identifiant de la cardinalité forte. Alors l'identifiant c'est quel? Regardez à l'écran. C'est quoi? C'est ça ici. C'est code CL. L'identifiant ici, on va aller l'ajouter du côté faible dans la table faible. Regardez comment ma flèche bleue que je viens de mettre. Attendez, je reprends encore la flèche pour que vous voyez bien. Regardez comment la flèche bleue va aller vers la table faible. La table faible, c'est elle qui a la cardinalité faible, c'est élève. On va venir ajouter ça ici. Voilà. Et on va mettre dièse. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure dit l'identifiant de possédant la qualité forte va migrer vers la table correspondant à l'entité et devient la clé étrangère avec dièse. Donc on met dièse sur cette identité. Et ça va s'appeler là-bas clé étrangère. Si on vous demande de définir clé étrangère, la clé étrangère, c'est la clé primaire d'une autre table. Vous voyez bien que dans classe, il y a code CL. Code CL là-bas, c'est sa clé primaire qui est soulignée. Mais lorsqu'elle devient, elle entre dans la table élève, elle devient clé étrangère. Et on remarque la clé étrangère par dièse. Vous avez vu, regardez bien, je reprends. Je reprends, regardez. Là, vous voyez, je reprends là. Voilà, je reprends ma flèche. Voilà, l'identifiant qu'on a vu. On migre vers là, on met dièse et on met code CL. Parce que c'était du côté fort, on la renvoie du côté faible. Et voilà, on obtient dans nos tables qu'on appelle donc le modèle logique, nos deux tables. Bien, maintenant, la question qu'on se pose, c'est là, on a dit tout à l'heure dans l'exercice qu'on peut avoir le cas où c'est côté fort et côté fort.
on peut avoir deux côtés forts, forts. Mais le côté faible, faible, ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir, généralement, on ne peut pas avoir dans la conception les côtés faibles et faibles. Généralement, la bonne modélisation, généralement, c'est quand le côté fort et faible ou fort et fort. Voilà les cas que vous allez toujours rencontrer. Alors, quand c'est le cas, prenons dans le cas où on peut avoir la cardinalité forte des deux côtés. Prenons par exemple cet exemple. On a un N et un N des deux côtés. Enseignant classe. Prenons cet exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'abord, on transforme d'abord notre table en notre entité en table. Commençons par là. On met là. Ensuite, classe, on transforme également en table. On regarde l'identifiant qui devient la clé primaire, comme là, comme tout à l'heure. Codicile qui est identifié devient clé primaire. On prend les propriétés non EN qui deviennent des attributs. Voilà. Pour code, on prend également qui devient les attributs. Alors, on regarde les cardinalités. Regardez, ici c'est fort. Ici c'est fort. On vient de dire, regardons, lisons ensemble, c'est juste en haut. Dans le cas où les deux cardinalités sont fortes, l'association devient table. Où est l'association? C'est enseigner, voilà. Enseigner qui devient une table, tout simplement. Maintenant, on dit devient une table avec comme clé étrangère les clés primaires des entités liées. Alors, enseigner lié à combien d'entités? L'entité enseignant et l'entité classe. On regarde ces clés primaires, regardez, avec les flèches. Voilà, première entité math EN, l'autre code CL. Ces deux entités vont aller vers l'association qui devient table. Regardez, la flèche, pap. On va mettre là, on va mettre dièse, voilà. On va mettre dièse math EN, dièse code CL. Alors, prenons un exemple d'application, tout à l'heure comme pour le MCD. Pour la gestion de formation des startups, votre ami a un MCD suivant conçu pour un informaticien. Alors, vous avez le MCD, on va transformer ça en modèle logique. La question, non, c'est appliquer les règles de passage pour déduire le modèle logique issu de ce MCD. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que pour transformer un MCD à un MLD, on regarde les entités. Première règle, les entités deviennent des tables. Alors, on a d'abord l'entité étudiant. Regardez là, qui devient une table, comme elle là. Et on regarde dans cette entité, on ouvre la parenthèse déjà. On regarde dans cette entité l'identifiant ou l'identifiant, c'est matricule qui est souligné, qui devient clé primaire là, on souligne. Ensuite, on a la propriété nom qui devient là. Ensuite, on a la propriété prénom qui devient attribut. On ferme la parenthèse. Quand je laisse l'espace, vous devez comprendre. On va revenir dessus. On a l'entité formation qui devient une table. On ouvre la parenthèse. Et à référence qui est l'identifiant qui est souligné, qui devient ici clé primaire, destination qui devient comme elle là comme attribut et qui devient destination. Dernière étape, on va regarder les cardinalités. Regardez ici, 1, 1 c'est faible, 0, n c'est fort. On a quand c'est faible et fort, l'entité, l'identifiant de l'entité forte va aller vers le côté de la table forte. L'identifiant ici c'est quelle? Bien, la clé primaire ici c'est référence qui est du côté fort. La formation c'est du côté fort. Va aller où? Va aller du côté étudiant. Donc on va mettre dièse tout simplement. Alors rendu à la fin de notre vidéo, je pense que vous pouvez retrouver le pack de tous mes cours vidéo prix promotionnel de 10 000 francs. Alors dans ce pack, vous allez retrouver donc tous les cours concernant ce que vous voyez à l'écran, l'algorithme, programmation, système d'information, JavaScript, HTML, matériel, MS-DOS, BD, consort, vous allez lire à l'écran, etc. Vous pouvez trouver ça à travers mon numéro que je vous ai donné WhatsApp dans la vidéo. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.